La journée du lendemain fut encore plus pénible. Tout en nettoyant les fusils, dont les pièces étaient étalées sur la table, l'oncle Jules commença le récit de son épopée cinégétique. Il disait que dans son roussillon natal, à travers les vignes et les pinèdes, il avait abattu des dizaines de lièvres, des centaines de perdrix, des milliers de lapins, sans parler des pièces rares. Un soir, je rentrais bredouille. J'étais furieux, car j'avais manqué de lièvres, coup sur coup. Pourquoi dit Paul, bouche ouverte et des yeux ronds. J'en sais fiche trop rien. Le fait est que j'étais honteux et découragé. Mais en sortant du bosquet de Tape, j'entre dans la vigne de Roquerolle, et que vois-je? Oui, que vois-je dit Paul d'un air d'angoisse. Je m'écriai une bartavelle. Non, dis donc, ça ne volait pas. Et c'était bien plus gros. Que vois-je, dis-je? Un blaireau. Un blaireau énorme qui avait déjà dévasté une rangée de raisins de table. J'épaule, je tire. C'était toujours la même chose. Et pourtant, toujours nouveau. L'oncle tirait, puis par précaution, il doublait. Et l'animal foudroyé s'ajoutait à sa liste interminable de victimes. Mon père écoutait ces récits glorieux, mais il ne disait rien. Sagement, comme un apprenti, il ramonnait le canon de son fusil avec une brosse ronde fixée au bout d'une baguette, pendant que je polissais mélancoliquement la gâchette et le pointais. À midi, les armes furent remontées, huilées, astiquées, et l'oncle Jules déclara: on les essaiera cet après-midi. Le feuilleton de ses exploits continue pendant tout le repas, s'étendit jusqu'aux Pyrénées, pour le récit d'une chasse au chamois. Je prends ma lorgnette, et que vois-je? Paul en oubliait de manger, si bien que ma mère et ma tante, après la mort de deux chamois, prirent le récitant d'arrêter là, son épopée. Ce qui parut le flatter grandement. Je profitais de cet arrêt pour introduire adroitement une question personnelle. Depuis le début des préparatifs, j'avais jamais douté que je serais admis à suivre les chasseurs. Mais ni mon père ni mon oncle me l'avaient dit expressément. Et j'avais donc jamais osé poser la question d'un crainte d'un refus catégorique. C'est pourquoi je pris un biais. Et le chien, dis-je. Est-ce qu'il vous faudrait pas un chien? Il serait bon d'en avoir un, dis donc, mais comment procurer un chien dressé? Est-ce qu'il y en a pas chez les marchands? Oh, dit mon père, oui, mais ça vaut au moins 50 francs. C'est de la folie, s'écria ma mère. Oh que non, dis donc. Et si un bon chien ne valait que 50 francs, croyez bien que je n'hésiterais pas. Mais à ce prix-là, nous n'aurions rien qu'un bâtard quelconque qui vous lâchera la piste d'un lièvre pour vous conduire au trou d'un rat. Un chien dressé, ça vaut dans les 80 francs, et ça peut aller jusqu'à 500. Et puis, dit ma tante, qu'est-ce que nous ferons après la chasse? Après la chasse, il faudra le revendre à moitié prix. Et d'ailleurs, ajouta l'oncle, il est très dangereux d'emmener un chien dans la maison d'un bébé. C'est vrai, dit Paul, il pourrait manger le petit cousin. Je ne crois pas, mais il pourrait, sans le vouloir, lui donner des maladies. Une angine, s'écria Paul. Moi, je sais ce que c'est. Mais non, ce n'est pas un chien, c'est le courant d'air. Je n'insistais pas. Il n'y aurait pas de chien. C'est donc sur moi qu'il comptait pour retrouver le gibier abattu. On me l'avait pas dit, mais c'était évidemment sous-entendu. Il n'était pas nécessaire d'évoquer une promesse solennelle, surtout devant Paul, qui avait exprimé son intention de suivre la chasse de loin avec un coton dans les oreilles. Prétention insoutenable qui eût pu faire grand fort aux miennes. Je me tus donc prudemment. Alors, après le déjeuner, les grandes personnes furent la sieste. Nous profitâmes de cet intervalle pour
mettre des gouvernails aux cigales. C'est-à-dire que, dans le dernier des pauvres chanteuses, soudain muettes, nous plantions la queue d'une feuille d'amandier, puis je les lançais en l'air, elles volaient alors, et puis, au hasard, et leur circuit extravagant nous faisait rire de bon cœur. Vers les 3 heures, mon père nous est là. « Venez ici !» cria-t-il, et restez derrière nous. Nous allons essayer les fusils. Donc Jules avait solidement attaché l'arquebuse à 2 grosses branches parallèles et déroulé une longue ficelle dont une extrémité commandait la gâchette. À 10 pas du fusil, il s'arrêta. Ma mère et ma tante accoururent, nous férocement à reculer, encore plus loin. Attention, dis donc, j'ai mis trifle de charge. Et je vais tirer des 2 coups à la fois. Si le fusil explose, les éclairs pourraient siffler à nos oreilles. Toute la famille se mit à l'abri derrière des troncs d'olivier et chacun risquait un œil. Seuls les hommes restaient à découvert, héroïques. L'oncle Jules tira la ficelle. Une détonation puissante étrangla les airs et mon père courut vers l'âme ligotée. « Il a tenu ce coup !» s'écria-t-il. Et il coupait joyeusement les liens. L'oncle ouvrit la culasse et l'examina de fort près. « C'est parfait !» déclara-t-il. « Enfin, ni fêlure ni dilatation. Augustine, je réponds maintenant de la sécurité de Joseph. Ce fusil est aussi résistant qu'une pièce d'artillerie. » Et comme les femmes s'éloignaient, rassurées, il dit à voix basse à mon père, « Cependant, il ne faudra pas exagérer. Je puis évidemment vous affirmer qu'avant cette épreuve, cette arme était parfaite. Mais il arrive quelquefois que l'expérience elle-même compromette la solidité du canon. C'est un risque qu'il faut accepter. Nous allons maintenant vérifier le groupement des plombs. » Il tira un journal de sa poche, le déplia et partit à grands pas vers les cabinets. Vous l'allez l'Iris. Il a la colique, dit Paul. Mais l'oncle Jules n'entra pas dans la guérite. Il fixa sur la porte à moyen de 4 punaises le journal déplié et revint à grands pas vers mon père. Il changea son fusil d'une seule cartouche. « Attention !» dit-il. Il épaula, vida 1 seconde et tira. Paul, qui s'était bouché les oreilles, s'enfuit vers la maison. Les 2 chasseurs s'approchent du journal. Il était ciblé de trous comme une passoire. L'oncle Jules l'examina longuement et parut satisfait. Ils sont bien groupés. J'ai tiré le canon choc à 30 mètres. C'est parfait. Il prit dans sa poche un autre journal et tout en les dépliant, il dit « À vous, Joseph !» Tandis qu'il mettait la nouvelle cible en place, mon père chargea son fusil. Ma mère et ma tante, attirées par la première détonation, étaient revenues sur la terrasse. Paul, à demi caché derrière le tronc du figuier, regardait d'un œil, l'index enfoncé dans son oreille. L'oncle se replia au trot et dit « Allez-y !» Mon père visa. Je tremblais qu'il ne manquait la porte. C'était l'humiliation définitive et l'obligation, à mon avis, de renoncer à la chasse. Il tira. La détonation fut effrayante et son épaule tressaillit violemment. Il ne parut ni ému, ni surpris. Il s'avança vers la cible d'un pas tranquille. Je le précédais. Le coup avait frappé le milieu de la porte, car les plombs entouraient le journal sur les 4 côtés. Je ressentis une fierté triomphale, et j'attendais que l'oncle Jules exprimait son admiration. Il s'avança, examina la cible, se retourna et dit simplement « Ce n'est pas un fusil, c'est un arrosoir. » Et il t'a frappé en plein milieu, dis-je, avec force. « Ce n'est pas mal, mais, dit-il avec
condescendance. Mais une perdrix qui s'envole n'a pas grand-chose de commun avec une porte de cabinet. On va maintenant essayer les ponts de 4, de 5 et de 7. Ils tirent encore 3 coups de fusil chacun, toujours suivis d'examens et de commentaires de l'oncle. Enfin, il s'écria « Pour les 2 dernières, on va tirer les chevrotines. Serrez bien vos crosses, Joseph, car j'ai mis une charge et demi de poudre. Et vous, mesdames, bouchez-vous les oreilles, car vous allez entendre le tonnerre. » Ils tirèrent en même temps. Le fracas fut étourdissant, et la porte tressaillit violemment. Ils s'avancèrent tous les deux, souriants et satisfaits d'eux-mêmes. « Tonton, demandai-je, est-ce que ça aurait tué un sanglier ?»« Certainement, s'écria-t-il, à condition de le toucher. » « Au défaut de l'épaule gauche. » « Exactement. » Il arracha les journaux superposés et je vis incruster profondément dans le bois une vingtaine de petites billes de plomb. « C'est du bois dur, dit-il. Elles n'ont pas traversé. Si nous avions eu des balles. » Heureusement, il n'y avait pas eu, car à travers la porte massacrée, nous entendions une voix faible. Elle disait incertaine « Est-ce que je peux sortir maintenant ?» C'était la bonne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo samedi prochain à 17h30. Soyez au rendez-vous.